Pascal Perry, Laurent Neumann. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Qu'est-ce que ce revenu universel? Vous parlez du revenu universel, pourquoi? Parce que de nombreux économistes un peu partout dans le monde défendent cette idée d'un revenu universel. D'abord, je voudrais qu'on explique ce qu'est un revenu universel. Qui s'y colle? C'est extrêmement simple, Allez, d'une phrase. Il ne faut pas l'appeler revenu universel parce que sinon on ne comprend pas de quoi il s'agit. Appelez-le revenu d'existence. Le seul fait de naître et d'exister vous donne droit à un revenu. Point. C'est-à-dire, à la naissance, un enfant naît et commence à toucher un revenu. Exactement, qu'on peut d'ailleurs épargner, lui donner à sa majorité, mais le fait pas même à sa de naissance naître... nécessairement. Pas à sa naissance Pas nécessairement à sa naissance. C'est-à-dire que dès lors qu'il est capable de l'utiliser. C'est une vieille idée, en réalité, c'est une idée aussi vieille que la science économique, puisque déjà, dans les coopératives ou les ébauches de coopératives au XVIIIe et au XIXe siècle, sur des petites communautés, on mettait en commun la production, les revenus de la production, et on distribuait de façon égale. C'est un peu la même idée. Simplement, c'est un modèle qui fonctionne sur de petits espaces. C'est-à-dire que dès lors qu'on a cherché à l'ouvrir à des populations importantes, on s'est aperçu qu'il y avait des limites. Qui paie? C'est la richesse collective. Oui, tout dépend, Jean-Jacques, de savoir si l'idée est portée par des gens de gauche ou si elle est portée par des gens de droite. Nous oublions droite-gauche. Parce que effectivement, c'est une utopie. Donc c'est une utopie qui un jour verra peut-être le jour, comme d'autres utopies avant, mais elle est portée par des gens qui... c'est une idée qui n'est ni de droite ni de gauche. Mais quand elle est portée par des gens de gauche, on dit, ce revenu, il sera financé par une nouvelle taxe. Alors ça peut être une taxe sur les transactions financières, sur le patrimoine, sur la richesse produite. Et puis quand elle est portée par une idée, par des gens de droite, on dit non, ça va venir remplacer toutes les aides sociales qui existent. C'est-à-dire qu'on va vous donner un revenu, le même pour tout le monde, mais en revanche, vous ne toucherez plus toutes les aides qui existent pour les allocations familiales. C'est un changement de nom. C'est presque un changement de nom. C'est-à-dire qu'en Alaska, où ce modèle existe, c'est financé par la rente pétrolière. Bon, très bien, quand il y a une rente pétrolière, c'est formidable. Mais la richesse, il faut quand même la créer. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Le revenu universel, il existe déjà en France, sous la forme des revenus sociaux. Simplement, c'est un changement de nom et on le systématise. Mais a priori, en France, tout le monde a le droit à un revenu minimum, revenu vieillesse, revenu social d'activité. À une différence près, Pascal, c'est que tous ces revenus sociaux sont en contrepartie de quelque chose. Des allocations familiales si vous faites des enfants, le RSA si vous êtes en dessous d'un certain ressources, etc., etc. Non, mais là, il n'y aurait plus de conditions. Vous savez comme moi qu'on touche en France les revenus sociaux sans avoir véritablement à le justifier. Moi, je suis d'accord avec cette idée, mais il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut qu'elle soit assortie à l'inverse d'une incitation à la création de richesse. C'est-à-dire pour ceux qui prennent l'initiative. Il faut qu'il y ait dans la société une récompense de l'initiative, peut-être sous la forme d'un impôt négatif. En tout cas, il faut baisser la pression fiscale sur ceux qui créent des richesses. Parce que le modèle ne fonctionne que s'il y a des gens qui payent pour ceux qui reçoivent. Et la deuxième idée qui me paraît importante, c'est vrai que c'est une utopie. C'est pas encore tout à fait, c'est plus tout à fait une utopie aujourd'hui. Parce que nous sommes engagés dans la révolution numérique, on sait que la révolution numérique, elle détruit des emplois, et donc mon point de vue, c'est que la quantité de travail offerte dans nos sociétés va se réduire. Donc on va vers un monde, si vous voulez, pour dire une chose un peu radicale, on va vers un monde sans travail, ou vers un monde avec moins de travail. Donc il faudra bien occuper les gens d'une façon ou d'une autre, et ce revenu minimum, ce revenu d'existence, il ne doit pas non plus exclure l'incitation à la création de richesse, c'est-à-dire qu'il faut bien régler le curseur. 800-900 euros par mois pour inciter les gens à travailler en complément, parce qu'on sait que 800-900 euros par mois, c'est pas suffisant. C'est pas assez pour vivre. Et moi, j'y suis plutôt défavorable. Je suis favorable à l'idée qu'on l'expérimente. J'attends de voir avec impatience. Mais j'ai vu que la ville d'Utrecht aux Pays-Bas. Utrecht aux Pays-Bas, c'est dans le programme de Podemos en Espagne. Ça existe en Alaska. Finlande, non ? La Finlande veut l'expérimenter, et je peux même vous dire qu'il y aura sans doute une votation en Suisse. En Suisse, parce qu'on y pense aussi. Moi, j'y suis plutôt opposé pour une raison simple, c'est que je pense que le travail, ça libère et ça n'est pas une source d'aliénation. C'est une source de progrès formidable et même pire que ça, c'est une source de protection. Mais il y a un problème, et Pascal a raison, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de travail. Donc en réalité, plutôt que d'imaginer un revenu universel, il faudrait réenvisager toutes les formes de travail et la façon de travailler. Peut-être le partage du travail, je ne sais pas s'il faut baisser le temps de travail, mais en tout cas, on ne travaillera plus dans les 20 ou 30 prochaines années de la même manière qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Moi qui ai été plutôt
hostile aux 35 heures. J'admets que depuis la loi Aubry, il s'est passé quelque chose d'important, c'est la révolution digitale. Vous voyez comment le commerce a changé. Oui. On ouvre le fonds de commerce là sur cet ordinateur H24, on va moins dans les boutiques, dans les banques, les assurances qui sont des métiers de données. On a de moins en moins besoin de personnes de l'autre côté du guichet. Donc il faut admettre la réalité telle qu'elle est, la réalité de l'économie aujourd'hui, c'est que la machine, c'est que l'intelligence artificielle peut substituer l'intelligence humaine et que par conséquent... À condition quand même que les grands d'Internet paient des impôts, participent à la... Et Google en particulier, c'est l'info du jour. Vous avez vu? Oui, 5 millions. Avez vu 5 millions d'euros d'impôts payés pour plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. 1,5 milliard. Et Jean-Jacques, j'ajoute une deuxième condition. Oui. C'est qu'il faut repenser la taxe sur les successions, sur l'héritage. Parce que ça, les arrière-petits-enfants de Monsieur Google, ils seront riches sans doute pour des générations et des générations. Ouais. Si on réfléchit à un revenu universel, on repart de zéro ou on garde les situations acquises, on garde les patrimoines accumulés ou on remet tous les compteurs à zéro. Moi, je pense que la première des solutions pour réduire les inégalités serait de repenser complètement l'héritage, la succession. Est-ce qu'on continue comme ça ? Pour réduire les inégalités, ça ne me paraît pas jouable. Ouais, une société qui taxe la production, mais qui épargne l'héritage, est une société de rentiers. Elle est vouée à disparaître à terme, parce que la rente, c'est pas bon pour l'économie. Et elle est vouée à reproduire toutes les inégalités. Bien, merci, messieurs Perry, Neumann, très intéressant. Débat très intéressant.